Normal. Les mecs, c'est jackpot. Wonder Boy, c'est un succès et on a le feu vert pour faire une suite. Après le jeu de plateforme, après le jeu d'aventure, le maître mot, c'est innovation. Alors j'ai pensé qu'avec le héros, on pouvait faire une simulation sportive. Non mais c'est complètement con comme idée. À ce compte-là, t'as qu'à en faire un jeu de tir pendant que t'y es. Ça, c'est pas bête. Allez les mecs, au boulot. Si on se place du point de vue de l'inventivité, il existe deux grandes tendances parmi les éditeurs de jeux vidéo. Il y a ceux qui proposent inlassablement les mêmes concepts, les mêmes idées et les mêmes options. En général, ça ne choque pas grand monde et ça en devient même un peu alarmant. Et il y a les couillons qui essayent d'innover. Ceux-là, ils n'ont rien compris à l'histoire. On va surtout s'intéresser aux seconds éditeurs. Franchement, pourquoi innover? Principe de marketing archi connu, le cycle de vie d'un produit s'apparente grosso plein d'eau à ceci. D'abord, on balance le produit sur le marché. Forcément, il est nouveau, on ne le connaît pas, il peine à se vendre. Exemple concret, vous connaissez beaucoup de personnes qui se sont ruées dès le début sur les machines à pain? Non, c'est normal, qu'est-ce que vous vouliez que les gens en foutent avec une machine à pain? Mais pourtant, en 2010, 25% des foyers français en possédaient une. La seconde partie représente le moment où la campagne commerciale a fait son effet et que le produit est devenu l'accessoire indispensable. Par exemple, à chaque rentrée scolaire, il y aura toujours un petit rigolo pour essayer de trouver le nouveau jouet à la mode qui fera fureur dans les cours de récréation. Les ventes exploseront dès lors que les premiers acheteurs auront commencé à frimer avec leur possession et tout le monde aura alors l'impression d'avoir affaire à un truc inédit. Maintenant, si je vous dis que ça et ça c'est pareil, libre à vous de ne pas me croire. Cette durée n'est pas illimitée puisqu'il arrivera bien à un moment au marché d'être saturé. C'est d'ailleurs l'étape suivante avec une stagnation qui est seulement permise par toutes les stratégies plus ou moins éclairées permettant de donner un sursis au produit. C'est un peu le coup de l'édition supplémentaire avec bonus ou du fond qui n'a pas changé d'un iota alors que la forme a eu droit à un ravalement de façade complet. Cette période sera plus ou moins longue suivant les moyens mis en œuvre, mais elle sera invariablement suivie du déclin. Ben oui, c'est un peu la mort du produit. Soit il n'est plus compétitif, soit l'effet de mode est passé. C'est un peu le cas des pantalons pâte def. On ne voit plus grand monde se balader avec, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Ce schéma peut très bien être adapté aux éditeurs de jeux vidéo. Je vous laisse trouver par vous-même les exemples propres à chaque phase, c'est à la portée de n'importe qui. En considérant que le démarrage d'un éditeur de jeux vidéo a été un succès, la phase cruciale va être sa maturité. Plus il saura innover, plus il restera dans la course. Forcément, les joueurs sont de plus en plus exigeants et de plus en plus impatients, et compte tenu de la prolifération des jeux qui inondent chaque mois le marché, il va sans dire que seuls ceux qui arrivent à allier une réalisation correcte et une certaine originalité devraient s'en sortir. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. EA et Activision ont le chic pour s'attirer la haine de la part de certains joueurs. On en a déjà suffisamment parlé par le passé pour ne pas devoir s'étendre dessus une nouvelle fois, mais pour rester dans le sujet qui nous intéresse ici, pourquoi, oh grand pourquoi, ces deux compagnies devraient-elles changer leur stratégie? Alors pour tous ceux qui sont persuadés que le monde du jeu vidéo a besoin d'évolution et d'innovation, je vais vous raconter une histoire. Elle finit mal, mais après au moins, vous comprendrez pourquoi. Là, je ne vais rien apprendre à ceux de ma génération. Le jeu vidéo s'est réellement démocratisé dans les foyers en France avec l'arrivée sur le marché de la NES et de sa concurrente, la Master System. Ces deux piliers bataillaient ferme pour convaincre les joueurs que telle ou telle console était meilleure que l'autre. Dans le coin de la NES, il y avait Nintendo qui a eu le succès que l'on a connu depuis. Dans le coin de la Master System, il y avait Sega qui était un poids lourd et qui avait toutes les cartes en main pour réussir. Les arguments de choc ont très vite pris l'apparence de deux mascottes qui, à un point donné, étaient plus reconnus à travers le monde que ne l'était Mickey Mouse. Mario, pas besoin d'en parler, pratiquement tous les joueurs ont fini le premier jeu au moins 250 000 fois. En date du 15 décembre 2011, Andrew Gardikis a terminé Super Mario Bros en 4 minutes et 58 secondes et ce temps est considéré encore au moment de l'édition de cette vidéo comme le record du monde. Supposons que le joueur lambda soit un tout petit peu moins bon et qu'il arrive à le finir en seulement 5 minutes. Ça restera tout de même un putain d'exploit, mais ça va nous faciliter le calcul. 5 minutes fois 250 000 fois égale 1 250 000 minutes, soit
vers 1833 heures environ, ce qui nous fait tout de même à la louche presque 870 jours non-stop à jouer à ce machin. Donc non, aucun joueur n'a fini le jeu 250 000 fois. Sonic, la mascotte de Sega, était le héros d'une série de jeux de plateforme qui s'est vu décliner sur toutes les consoles de la marque. Ah oui, parce que Sega a très vite compris l'intérêt de devoir innover sur ce marché. Il y avait donc une console 8 bits, une console 16 bits qui était incroyablement plus puissante, et une console portable, de quoi satisfaire tout le monde. Il est en plus vrai que les possesseurs de n'importe lequel de ces bijoux ne pouvaient être que comblés. Les erreurs étaient existantes mais minimes. On se souviendra entre autres du jeu Alex Kidd qui était inclus dans la Master System et qui court-circuitait parfois le jeu qu'on souhaitait démarrer, et du bouton de pause qui était sur la console et non sur la manette, ce qui n'était pas très pratique quand on devait partir en urgence. Oui, par exemple pour couler un bronze, c'est très fin, merci. La Game Gear bouffait quasiment 6 piles à l'heure, ce qui était plutôt naze pour une portable, et la Mega Drive souffrira juste de la mise sur le marché de la Super Nintendo, sinon, punaise, elle déchirait sa race. À cette époque, Sega était donc en plein dans l'innovation puisque tout devait être inventé. Les succès ne manquaient pas et aujourd'hui encore, des jeux comme Altered Beast, Afterburner 2 et Super Hang-On devraient rappeler des tas de bons souvenirs à pas mal d'entre vous. Au début, Sonic, l'innovation, c'était pas trop son truc. Si on prend le premier, sa suite, le troisième et même l'excellent épisode sorti sur le Mega CD, point de vue variété, ça ne vaut pas tripette. Avec seulement un tout petit bémol concernant le mode 2 joueurs du deuxième épisode, Sonic faisait l'unanimité. Les jeux étaient magnifiques, ils étaient speed, ils proposaient du challenge et juste ce qu'il fallait de nouveauté à chaque fois pour ne pas avoir le sentiment de toujours jouer à la même chose. C'est après que c'est parti en live, et c'est là où c'est carrément injuste. Pour s'en convaincre, on va juste faire une petite comparaison entre ce qui arrive à Mario dans une situation donnée et ce qui arrive à Sonic dans les mêmes conditions. Mario dans un jeu de course, succès planétaire. Sonic dans un jeu de course, tout le monde trouve ça idiot. Mario fait du tennis, on en redemande. Sonic fait du tennis, bide monstrueux. Mario dans un jeu d'aventure, ça lance carrément de séries parallèles. Sonic dans un jeu d'aventure, ah ouais, quand même. Mario se transforme en raton laveur, oh my god, c'est l'idée du siècle. Sonic se transforme en loup-garou. Mario cherche un compagnon de route. Sonic cherche un compagnon de route. Oh, misère. Mario fait un schmutz à la princesse. Normal. Sonic roule une galoche à on ne sait pas qui. Mario revient aux sources. On appelle ça new, mais il n'y a rien de new, c'est tout juste du réchauffé, mais non seulement tout le monde y croit, mais en plus ça marche. Sonic revient aux sources, c'est tellement casse-gueule que même les développeurs n'y croient pas. Et le pire pour la fin, Mario dans un jeu de baston, tout le monde adore. Bon, presque tout le monde adore. Sonic dans le même jeu de baston, il se fait défoncer la gueule alors qu'il y a des tas d'autres personnages largement plus nazes que lui. Juste pour lui rendre justice, son jeu de flipper était tout de même largement mieux que celui censé se dérouler dans l'univers de Mario. Mais il doit pas y avoir grand monde pour s'en rappeler. Allant de gadin en gadin, Sonic a finalement été obligé de se prostituer jusqu'à devenir une sorte de faire-valoir dans des semblants de jeux de sport qui, soyons sincères, n'auraient pas eu le tiers du succès qu'ils ont eu s'ils avaient été présentés avec d'autres personnages que les héros que l'on connaît si bien. L'ironie de l'histoire, c'est que pour l'un des personnages se vantant d'être le plus rapide du monde des jeux vidéo, se faire distancer de cette façon, c'est un peu la loose. Surtout si c'est par un plombier italien ventripotent. Mais le cas de Sonic n'est pas une exception. Sega a eu les mêmes déboires avec un autre de ses héros. Wonder Boy, lui, son passé, c'est un peu le bordel. J'ai même essayé d'expliquer tout ça de façon claire sur 3 autres vidéos, mais je ne suis pas encore persuadé que tout le monde ait suivi. Ceux qui éprouvent le besoin d'avoir une piqûre de rappel peuvent donc aller jeter un œil à la série appelée Wonder Boy in Bordel World, tout est expliqué afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Chronologiquement, on a eu d'abord ça. Un jeu de plateforme tout con, avec des bonus, des pièges, des options qui défient les lois du bon sens, et l'un des thèmes les plus insupportables que vous aurez à écouter dans un jeu vidéo. Non, sans déconner, c'est pas humain un machin pareil. Deuxième jeu, paf, innovation. On donne un glaive au héros. Oh, calmos. Ça, clairement, c'est pas une bonne idée. Sonic, là, on lui a mis une épée dans les papates, on a vu ce que ça a donné, hein. Bah bizarrement, le jeu a remporté son petit succès, et c'était largement mérité car il était vraiment de bonne qualité. Pour la suite, on ira même encore plus loin en transformant la série en un vrai jeu d'aventure, avec des palais à visiter, des armures à trouver, une ville, et surtout, une réalisation à vous décrocher la mâchoire tellement elle était soignée. Alors si on met tout ça sur un graphique, oui j'aime bien les graphiques, on a un premier jeu tout juste convenable, une suite qui a globalement plu à la majorité des joueurs, un troisième épisode épique, ben on est en droit d'avoir des attentes assez élevées pour le quatrième. Autant être clair, là, le machin que vous êtes en train de regarder n'essaye même pas de faire semblant d'être ne serait-ce que divertissant. Alors pour ce qui est d'être bon, je ne vous en parle même pas. Déjà,
Ce n'est pas le 4ème, c'est plus ou moins le 3ème, mais c'est assez compliqué. C'est comme pour les jeux de Sonic, il y avait une série indépendante sur chaque support. Le 2 sur Mega Drive n'était pas le même que le 2 sur Game Gear. C'est pourtant logique, parce que les consoles n'avaient pas les mêmes capacités, mais c'est vrai que quand on essaye de suivre, c'est un peu relou. Pour en revenir à Wonder Boy 3 Monsterland, on se retrouve devant le croisement improbable entre un jeu d'aventure et un jeu de tir. Mais pas un jeu de tir à la Konami, non ça ce serait trop beau, mais plutôt un jeu de tir pas inspiré, avec des niveaux très courts, aucune inventivité en ce qui concerne les ennemis, toujours ces saletés de fruits qui apparaissent n'importe où, et des power-ups qui n'ont qu'une durée réduite dans le temps. Pour ce qui est de l'aspect aventure, il y a juste des personnages en armure pour nous rappeler qu'un jour la série s'est orientée avec succès dans cette voie. La raison d'être de ce jeu dépasse toute logique. Elle anéantit tout le respect que les joueurs pouvaient avoir pour la série, c'est un non-sens absolu et son existence est autant admissible je sais pas moi. Tiens, elle est aussi acceptable qu'un épisode de Nicky Larson dont les méchants auraient été doublés par Maud. Attention Larson, le patron nous a demandé de te faire bobo. Tu es un méchant garçon, je vais t'envoyer une boulette. Oh non, voilà ma mute. Tu es très vilain. Cours vite, mon petit Maurice. Je vais appeler Ralou et Robert. 2 ans plus tard, le tir sera corrigé avec un jeu dont rien que le titre était finalement de mauvais augure. En Europe, ça va, on a eu du bol, le jeu s'appelait Wonder Boy in Monster World. Par contre, au Japon, le jeu s'appelait Wonder Boy 5 Monster World 3. Ben oui, nous avions vu auparavant que les différences de conception dans l'élaboration des jeux avaient conduit à créer 2 séries de jeux différents, mais là, vraisemblablement, les univers se regroupent et on a donc le 5e jeu issu de la série Wonder Boy qui représente le 3e de la série Monster World. Ben maintenant, on se met à la place du pauvre bougre qui essaye de trouver une continuité dans tout ça, et on imagine sa tronche au bout d'une soirée. Ouais, ça doit être à peu près ça. You're too slow. Néanmoins, toute plaisanterie mise à part, il y avait 2 façons d'aborder le jeu. Soit on découvrait l'univers de la série, en mettant de côté toute considération au sujet de son titre, soit on le prenait comme un élément de la saga. Dans le premier cas, c'était un jeu d'aventure tout à fait convenable, avec bien évidemment le héros qui vit pile à la frontière d'un pays appelé Monster World, ce qui amène forcément à se demander pourquoi les héros de jeux vidéo sont toujours aussi couillons, parce que le mec, non seulement il vit dans un pays qui semble aussi amical et accueillant que la Birmanie, mais en plus il habite dans une petite cabane toute vétuste, située juste à côté d'un énorme château et d'un autre village. En gros, dans ce jeu, on incarne un vieil asocial qui se réveille un matin et qui décide d'aller sauver le monde comme d'autres décident d'aller pisser un coup. Allez, rendons justice au jeu. Après comme ça, il est vraiment très bon. En revanche, si on a déjà goûté aux précédents jeux basés sur cet univers, il y a moyen de se poser quelques questions. Les similitudes sont en effet troublantes et suffisamment nombreuses pour que ça ne soit pas uniquement le fruit d'un hasard fortuit. La petite vioque qui fait un topo au début du jeu, le château dont l'entrée est bloquée, le passage à la plage avec les crabes, ce jeu est en fait un énorme mélange entre Wonder Boy in Monsterland et Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. On a repris quelques-unes des meilleures idées de chaque, pas toutes parce que sinon ça aurait été trop flagrant, et on a balancé ça juste en prenant soin de rendre les graphismes encore plus jolis, histoire de s'assurer que les joueurs ne viennent pas trop vite gueuler. Il y aura tous les éléments importants comme les phases de plateforme, la vraie dimension aventure avec des monstres qui se baladent tous avec des thunes sur eux, les phases d'achat et l'indispensable ville chaleureuse et conviviale avec sa musique rassurante qui ne se prive pas de vous accueillir avec un personnage souriant qui se révélera en fait n'être rien d'autre qu'un enfoiré de salopard d'ennemis. Sur ce coup-là, ils ont été fourbes. Grâce ou à cause de la console virtuelle et du PSN, le reste du Japon pourra découvrir le 4e Monster World, qui sera tout connement appelé Monster World 4 d'ailleurs, et qui pour le coup essaiera vraiment d'apporter du neuf à la série, avec de nouveau une dimension aventure plateforme, mais également avec ce qu'il faudra pour qu'on ait enfin l'impression d'avoir un vrai jeu et non pas une énième ressucée. Il faut néanmoins savoir que ce jeu a mis pratiquement 18 ans pour être officiellement distribué en dehors du Japon, ce qui a certainement eu un effet négatif sur la série, puisqu'après cet épisode, plus personne n'en entendra parler. Le fin mot de l'histoire est qu'on a d'un côté Sonic, qui était une tuerie et dont les seuls détracteurs étaient finalement les possesseurs des consoles concurrentes qui avaient les nerfs de ne pas avoir une telle série de jeux sur leur console, et de l'autre, on a Wonder Boy, qui aura eu l'intelligence d'innover mais en poussant le bouchon peut-être trop loin, ayant eu la conséquence que l'on connaît, à savoir que les joueurs s'en désintéressent complètement. Au moment où Sonic voulut changer sa formule, il commença une longue descente aux enfers. À une époque, un nouvel épisode de Sonic était marqué par des couvertures de magazines, par des documentaires dans Microkids, par de l'envie et de la curiosité. Maintenant, ce serait plus à chaque fois la même question sarcastique qui serait dans l'esprit de la majorité, à savoir, qu'est-ce qu'ils vont encore bien pouvoir nous faire ? Fort heureusement pour le hérisson bleu, il y a eu quelques jeux qui auront tout de même plu à certains joueurs, mais si on ramène ça à l'ensemble des bizarreries sorties après la disparition du support cartouche, ça ne fait pas BZF.
Maintenant, plaçons-nous d'un point de vue économique. Dans ce tableau, vous trouverez le cumul des ventes de certains jeux avec leur année de sortie. Qu'est-ce qu'on constate? Des séries connues de pratiquement tout le monde qui sont réputées pour ne jamais vraiment changer leur formule pètent tout en matière de vente, quand des licences inédites qui ont pourtant plu au public se ramassent des gadins comme on en a rarement vu auparavant. On constate également que la cote de popularité de Sonic n'est pas au mieux malgré toutes les tentatives des développeurs pour remettre le héros au goût du jour. Sega restera comme l'éditeur qui avait un cran d'avance sur les événements, mais qui, à l'image de son héros, voulait aller plus vite que le scrolling. Après l'échec de la Dreamcast, qui fut juste une console incomprise et trop en avance sur son époque, Sega se concentra uniquement sur le développement de jeux vidéo. Mais le développeur qui inventa un jour le premier jeu de course en 3D, qui révolutionna les jeux de stratégie sur console et qui s'offrit même le luxe de se risquer à une simulation de dauphin, opta pour une stratégie que les consommateurs ne suivront pas. Dans un sens, c'est l'innovation qui a tué Sega. Pas au début, bien sûr, ça a même contribué à rendre la marque populaire auprès de bien des joueurs, mais à terme, vouloir faire trop inventif, trop nouveau, trop différent de ce que les normes semblaient vouloir dicter, ça s'est révélé être un mauvais calcul. Qui aurait pu le prévoir? Sur le net, énormément de joueurs se plaignent du manque de nouvelles idées ou de l'absence d'inventivité quand il s'agit de lancer une nouvelle série. Chers spectateurs, chers joueurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer les choses. Quand un jeu est bon, parlez-en autour de vous. Pas qu'à moi en me demandant de faire une vidéo dessus, communiquez à son sujet, montrez-le à vos potes, mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas d'être passif. Sinon, les vrais bons jeux, les perles, ceux qu'on ne croise que très rarement, finiront dans les oubliettes, justement parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on s'en méfie, parce qu'on se dit que peut-être ils n'en valent pas le coup. Et après, on se retrouvera avec des titres formatés, peut-être bons, mais aussi furieusement répétitifs. Il sera alors trop tard pour les lamentations, et on ne pourra pas dire qu'on y aura été pour rien, parce que là, ça, c'est nous. Nous en tant que joueurs, et personne d'autre. Attention, Larsan, tu es un méchant garçon.